Oui, tu le mets comme ça, ouais, voilà. Voilà, c'est en prenant ça. Non, là, tu mets comme ça. Il est là. Tu laisses ça comme ça. Pourquoi je mets un autre? Non, tu mets rien. Si je fais comme ça, il va. Tourne-toi. Non, pas la trousse. Si on l'entend. Fix, il est pas dit. Merde, l'anglais, je vais dire quoi? Fixe, fixe, voilà. Il est à côté de nous. T'as dit quoi? Explique-moi. Je connais. Coco des conneries. Un vrai petit connerie, c'est quoi? Moi, une connerie, c'est deux. Je fais une grande. Pourquoi? Tu vas dire. Tu as déjà eu la comment on dit? Ouais, il est solide. Oui. Voilà, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien commencé l'année. Ils sont contents, ils ont eu une période de matin. Ouais. Tu disais, tu demandais si tu as bien commencé l'année. Ça va, tu as pris plein de bonnes résolutions. Tu vas bien bosser, tu vas bien te tenir en classe, tu seras sage, tu auras de en classe. C'est pas une question de promesse, c'est une résolution. Ça n'a rien à voir avec la promesse. Bien, bah écoutez, je suis désolé pour votre période de maths. Et puis la période d'après, c'était... Non, je suis d'autant plus navré. Est-ce que vous saviez qu'on allait se voir ce matin? Oui. Ouais. Ben vas-y alors, dis-nous de quoi on va parler. Normalement, c'est comme d'habitude, on va parler de la prévention. Prévention, qui explique doucement alors. Dans prévention, il y a plusieurs. Donc prévention et dépendance. Oui, mais la prévention, c'est quoi? Vas-y. C'est l'information. C'est de l'information. Que tu permets, je vais plus que lui C'est l'information. Ça sert à quoi la prévention? Vas-y. Ça regarde les objets dangereux qui peuvent nous mettre en déficit. Alors, je vous le dis juste une fois, comme ça c'est dit. Moi, j'aime bien quand il y a une personne qui parle, c'est que les autres écoutent. Donc, tu disais la prévention. C'est mettre en garde des personnes pour tout ce qu'il faut. Non, c'est pas de la mise en garde. Ah non, ça n'a rien à voir avec la mise en garde. Justement, c'est pas de la mise en garde, c'est de la prévention. Toi, tu en as déjà eu depuis que tu es à l'école, de la prévention. Ouais, et puis par exemple à l'école aux Fontines, tu as eu quoi? Pour les caries. Prévention. Ouais, la prévention dentaire. Et puis autre prévention. Routière, oui. Ben, c'est un bon exemple parce que la prévention routière, ça sert à quoi? Dire que la prévention sert à prévenir, oui. Prévenir les risques que nous Vas-y. Vous informer des risques. C'est ça, à attirer votre attention sur les dangers. Voilà, la prévention sert à ça. Attirer votre attention sur les dangers en vous informant. Et non pas en vous disant ce que vous devez faire ou ne pas faire. Ça ne serait pas de la prévention. La discussion sur ce que vous pouvez faire ou non, ce que vous avez le droit de faire ou pas, est bien entendu une discussion qui est très très importante, que vous devez avoir absolument, mais pas avec moi. Toi, c'est avec qui que tu peux parler de ce que tu as le droit de faire ou pas?
Vas-y, on t'écoute. Avec mes parents. Bah ouais. Ça, c'est leur rôle là. Ici, ils sont morts. Alors, je te dis une fois. Premièrement, si tu veux dire quelque chose, tu fais comme tout le monde, tu lèves la main. Puis deuxièmement, si c'est pour dire n'importe quoi, c'est mieux que tu te taises. Tu penses que tu vas réussir? Oui, il n'y a pas de problème. Ben, on verra, parce que je te le dis une fois, mais je te le dirai pas 36 fois. Bah, je lèverai la main si je... Ouais, bah tu commences à le faire tout de suite. Ouais. On verra. Parce que avec moi, il n'y a pas 36 000 avertissements. Une fois, deux fois, la troisième fois, c'est derrière que tu fais. Donc tu disais, te dire ce que tu as le droit de faire ou pas, c'est qui? Bon. Et ouais, ça c'est le rôle de vos parents. De vous dire, ça tu peux pas, ça tu as le droit, ça tu n'as pas le droit, c'est le rôle de vos parents. En fait, quand on parle de ça, c'est même pas leur rôle, on dit c'est leur responsabilité. Parce que vous montrez la différence entre le permis et l'interdit, c'est la responsabilité de vos parents. Vous montrez où se situe la limite, c'est leur responsabilité. C'est mieux si vous vous tenez correctement. Ouais. Si tu es fatigué, tu dis je suis fatigué, je vais aller me coucher, et tu pars. Mais non, j'écoutais. Ah ouais, mais quand on écoute, on se tient correctement. Vous avez deux, trois problèmes, hein? Quelques-uns. Eh ouais, mais il faut apprendre. Ah, c'est clair. Ben oui. À se tenir correctement. Et justement, ça c'est la responsabilité de vos parents de vous apprendre ce genre de choses. Permis, interdit, où se situe la limite. Parce que les parents qui ne le font pas, malheureusement ça arrive, ben, ça a comme conséquence que c'est des enfants qui sont extrêmement mal à l'aise dans la vie. Avec un risque majeur, c'est que le malaise dure toute la vie. Parce que quand on ne sait pas où est la limite, eh ben on passe son temps à la chercher. Et quand on passe tout son temps à chercher la limite, ben il ne nous en reste plus pour faire autre chose. Donc la mise en garde, c'est en aucun cas mon rôle. Tout ce qui est de l'ordre de la mise en garde, vous en parlez avec vos parents. Moi, je me contente de l'information sur le thème des drogues et des dépendances. Et je vous rappelle juste une chose, c'est que si on demande depuis de nombreuses années de venir en parler aux élèves, c'est parce que de profession, je suis éducateur spécialisé et pas enseignant. Et mon travail depuis plus de 20 ans maintenant, c'est de m'occuper de personnes qui sont toxicomanes. Toxicomane, ça veut dire... Vas-y. Ça veut dire quoi, toxicomane? Tu sais ça? Quand on parle des toxicomanes, on parle de qui? Des gens qui sont dépendants des drogues. Ouais, c'est ça, dépendants des drogues. Donc ça veut dire que des informations sur ce thème-là, bien entendu que je peux vous en donner tout plein. Maintenant, qu'est-ce que vous en ferez? Ben, ça, c'est un mystère. Hein? Parce que apprendre à déterminer qu'est-ce qui est bien pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, ben, ça, c'est votre responsabilité. Puis ça veut aussi dire une autre chose, c'est que depuis le temps que je fais ce travail-là, des personnes toxicomanes, j'en connais beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, je dois connaître à peu près 5000 toxicomanes dans le canton. Donc des gens qui essayent de s'en sortir, j'en connais énormément. Par contre, des gens qui réussissent à s'en sortir, ça j'en connais très peu. Parce que c'est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'arrêter la drogue, mais il y en a peu qui réussissent. Et c'est pas seulement qu'il y en a peu, mais c'est que depuis que je fais ce travail, il y a une chose que je peux remarquer, c'est qu'il y en a de moins en moins qui réussissent. En fait, quand j'ai commencé à travailler avec des toxicomanes, il y en avait à peu près 1 sur 2 qui réussissaient à s'en sortir. Aujourd'hui, il n'y en a même plus 1 sur 5 qui arrive. Vas-y. C'est parce que les drogues ont changé. Ben, j'allais vous poser la question du pourquoi. Toi, tu dirais quoi? Peut-être que les gens sont plus faibles aujourd'hui.
Je sais pas, t'opposes quoi? Toi, tu t'estimes plus faible que tes parents, par exemple? Non, pas forcément. Ah bah, donc c'est pas une explication qui va dans la bonne direction. Vas-y. Moi, je pense qu'il y a une sorte de phénomène de société, et puis à chaque fois qu'on est en difficulté, on se dit, tant pis, quoi. Parce que avant d'être toxicomane, de toute façon, on s'est dit, de toute façon, je peux faire ce que je veux, je suis pas toxico. Puis quand on est toxico, on dit, maintenant, c'est trop tard, quoi. Et puis, voilà, comment vous savez. Ça... D'abord, quand tu dis c'est un phénomène de société, bah oui, la drogue, c'est un phénomène de société. Le dire, j'ai constaté une réalité, en même temps, c'est un peu un lieu commun. Mais ça n'explique pas pourquoi est-ce que c'est de plus en plus difficile, pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins de toxicomanes qui arrivent à se sortir de la drogue. Toi, tu as une explication? Ouais. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est une génération de tir au flanc, puis on a tout donné. Alors, s'il te plaît, si tu dis ça, tu t'exprimes à la première personne du singulier. Mais quand tu dis tir au flanc, etc., tu parles pas pour tes camarades. Non, moi, je vous connais pas. Moi, mais je dis, Ah oui, mais alors, s'il te plaît, généralité, c'est que... non, pas de généralité. Insulte pas les autres en les traitant de tir au flanc. Spécialement. Tu dis, on est une génération. Je dis pas forcément notre Elle, c'est génération. une tir au flanc. C'est ce que tu viens de dire. Donc, s'il te plaît, tu dis je. Oh non, moi, personnellement. Ah ouais, donc c'est pas une bonne explication. En disant que moi-même, c'est que je dis que c'est une généralité, puisque je le pense pas. Ah ouais. Mais alors, je suis pas du tout d'accord que tu Moi, insultes les autres. Les adultes, c'est comme ils disent. Ils disent que c'est une génération de généralité, ils disent pas lui. Vous dites ça? Vous dites de vos élèves qui sont une génération de tir au flanc? Beaucoup Non. d'adultes le Non. font. Non. On dit qu'il y en a qui ont fait quoi. Oui. Il y en a qui se sentent concernés, mais ça, c'est leur problème. Parce qu'on a plus à l'époque, madame. S'identifient de ce que tu dis, c'est leur problème. Mais je suis pas d'accord que tu Moi, j'entends les insultes tout le monde. discussions, moi. Ah ouais. Ben, je sais pas avec qui t'entends les discussions, mais c'est en tout cas pas de ta maîtresse. Je peux te dire que les personnes que je côtoie, pas les jeunes de tir au flanc, je suis pas d'accord que tu t'exprimes comme ça. C'est pas la bonne explication. Pourquoi est-ce que c'est de plus en plus difficile pour les toxicomanes de s'en sortir? Toi, tu as une idée? Non. Ah ben, je suis étonné parce que vous êtes la dernière classe de 9e que je vois. Ils ont tous des bonnes explications. Vas-y. Peut-être parce qu'ils sont en manque de volonté, donc ils ont trop de problèmes, donc pour eux, c'est un échappatoire. La volonté, on pourra en parler, mais c'est pas ça. Vas-y. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est construit autour de la drogue, et puis que maintenant, par exemple, pour tous les dealers, ils savent beaucoup mieux comment attirer les gens. C'est peut-être la technologie qui a évolué et puis qu'ils se disent que Non, peut-être qu'ils pourraient s'en sortir avec... non, vas-y. Là, c'est dans la composition de la drogue elle-même, on a changé pour que les personnes soient encore plus dépendantes. Alors ça peut être un des éléments. Effectivement, les drogues ont changé, et puis on voit certaines drogues qui sont de plus en plus puissantes, donc c'est plus difficile d'arrêter. Peut-être le nombre de toxicomanes a augmenté, alors on n'arrive pas à tous s'en occuper. Alors, le nombre de toxicomanes a augmenté, mais là, ça fait quelques années qu'il s'est stabilisé. Donc, ça peut être une partie de l'explication, mais il manque la partie essentielle. Vas-y. Moi, je pense que c'est peut-être aussi ce qu'il manque. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de boulot, alors ils ne savent pas quoi faire. Alors, ils peuvent tomber dans ça à cause de la misère. Un peu. Alors ça pourrait être une explication de pourquoi est-ce que les gens sont dépendants. Et ils peuvent plus s'en passer. Ouais. Non, l'explication principale, c'est que les gens commencent de plus en plus jeunes. Voilà. Plus ils commencent jeunes, plus ça rallonge la durée de la période de consommation. Plus la durée de la période de consommation est longue, plus c'est difficile de s'en sortir. Donc on est passé en quelques années de 50% de réussite en cure de désintoxication à même pas 20% aujourd'hui, et probablement que ça va continuer à diminuer. Donc ça veut dire que moi je suis plutôt quelqu'un d'optimiste de nature, mais par rapport à cette question-là, je suis assez pessimiste, et je pense que plus on va avancer, moins il y a de gens qui réussiront à arrêter la drogue. Donc ça, c'est une première information qu'il faut avoir, c'est que les gens qui commencent, à partir du moment où ils continuent et qu'ils deviennent dépendants, c'est sûr qu'ils vont être dépendants,
Par contre, ce qui n'est pas sûr du tout, c'est qu'un jour, ils réussiront à s'en sortir. Et pour l'instant, ce qu'on peut vérifier, c'est qu'il y en a de moins en moins qui y arrivent. Alors, prévention, à l'école, les préventions obligatoires sont la prévention routière, pour quelque temps encore, mais probablement pas pour longtemps, la carie dentaire, et l'éducation sexuelle qui comprend la prévention du sida. Ce sont les 3 seules préventions obligatoires. Les dépendances, c'est votre établissement, la direction, l'équipe santé qui a souhaité qu'on vienne vous en parler. Mais pourquoi? Toi, tu as une idée pourquoi est-ce qu'ils ont souhaité qu'on vienne vous en parler? Comme ça? Pour vous occuper? Pourquoi est-ce qu'on souhaite qu'on vous parle de prévention de drogue? Ouais, vas-y. C'est quelque chose d'important. Important. Ouais. Parce qu'il y a justement de plus en plus de jeunes qui en font. Oui. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on tombe dans les drogues comme ça. Quand tu le dis comme ça, ce qui est intéressant, ça veut dire quoi? Tu penses que vos directeurs, vos profs se méfient de vous? Non, pas qu'ils sont connus, mais qu'ils veulent pas qu'on tombe là-dedans. Ils se font du souci. Ça, je sais pas, mais... Ouais. Ça te pose quoi par rapport à cette question? Ils se méfient, ils se font du souci. Un peu tout ensemble. Un peu de tout ensemble. Ouais. Toi, tu disais? Oui. Ouais. À la question que je posais. Moi, je voulais dire pareil que Là, tu as dit quelque chose sur la méfiance, quand j'ai posé la question de la méfiance. de toute façon, ils sont méfiants un peu. Personne ne peut être entièrement neutre. On va tout de suite vérifier l'hypothèse. Madame, vous méfiez de vos élèves? Des individus, non, mais de l'ensemble, oui. On sait qu'ils peuvent être sollicités par d'autres, peut-être surveillés. Mais c'est vrai que non, uniquement. C'est pas que vous leur faites pas confiance. Non. Vous ne pensez pas a priori qu'ils sont des tordus. Alors peut-être que dans le groupe, il y en a. Je pense. D'accord. Il y a des tordus, je dis pas des tordus pour partir dans la drogue, mais des tordus, il y a. D'accord. Vous donnez l'information sur la drogue. Ben, oui. Ça veut dire que si on vient parler de drogue, vous êtes concerné. Toi, tu es concerné par la drogue. Bah oui, je suis concerné. On est tous concernés. Toi, tu es concerné. Je sais pas, moi, tous les jours tomber dans le drogue, donc... Ah. Mais quand je vous demande si vous êtes concerné, c'est quoi la question que je vais poser? Ah bah oui, moi je vous demande pas si vous en consommez. Non, on est tous confrontés à la drogue. Ah ouais. La question c'est est-ce que vous êtes concerné, pas est-ce que vous en consommez? Cette question je vous la pose pas. Pour 2 raisons. La première, ça ne me regarde pas. La deuxième, qui est beaucoup plus importante que la première, je viens de vous le dire, ça fait plus de 20 ans que c'est mon boulot de m'occuper de gens qui sont en difficulté avec ça. Je sais très bien que ce n'est pas une question qui se pose publiquement. Je ne vais pas arriver dans une classe, aller vers un élève et lui dire « dis donc, tu te défonces », parce que même s'il le fait, il ne me le dira pas. Est-ce qu'il y a dans votre école des élèves qui consomment des drogues? Il y en a? Ouais. Les plus jeunes sont en quelle année? Non. 6e, 5e, 4e pour la cigarette. Alors, tout ce que vous dites, je disais quoi? Oui. Tu lèves la main. Vas-y, on t'écoute. Disons que c'est plutôt quand ils arrivent dans le collège et les plus grands, c'est là qu'ils commencent à être plus sollicités par les drogues plus fortes. Puis la cigarette, c'est dès qu'ils veulent prendre leur personnalité. Un peu. Ah ouais, qu'est-ce qui te permet de dire qu'il y a des drogues qui sont plus fortes et d'autres qui sont moins fortes? Comment tu l'expliques? Disons que si on compare la cigarette à la cocaïne, on voit tout de suite la différence. Mais tu sais ça comment? Parce que j'ai un ami qui travaille au stup et qui m'a expliqué. Ah ouais. Ah ben c'est intéressant, vas-y.
Moi je pense qu'on peut dire ça parce que il y a des classes de produits, par exemple là, le cannabis bientôt il va passer en classe des somnifères je crois. Non, pas du tout. Ouais. Non. Également, Non, rien. Alors, je sais pas où tu as eu cette information, mais c'est pas la bonne. Non. Non, ça n'a rien à voir avec un somnifère et il n'y a pas de classe des somnifères ou... Oui, vas-y. En fait, on peut faire comme tout le monde. Ça va, juste parce qu'ils sont pas en train d'écouter. Ouais, vas-y. On peut faire comme tout le monde si les gens font. Oui. Mais la question c'est, ton camarade, lui, il pense que la cigarette, c'est moins fort que d'autres choses. Ça dépend de la consommation. Vous êtes combien dans la classe? Pas 19. Oui, mais la cigarette en Suisse, c'est 30 morts par jour. C'est 1,5 fois votre classe, tous les jours. Non. Sur une année, ça fait la moitié de pluie qui disparaît. Donc dire que la cigarette, c'est moins fort, dans le monde entier, déjà la cigarette, par année, ça fait plus de morts que toute la population suisse. Et puis surtout, une chose qu'on sait, c'est que par rapport à la totalité des fumeurs qu'il y a dans le monde, 50% d'entre eux vont mourir précocement à cause de leur consommation de tabac. Ça veut dire que les fumeurs ont une espérance de vie qui est de 15 à 20 ans moins longue que l'espérance moyenne dans la région où ils vivent. Dire que la cigarette c'est moins fort, vas-y. Ok, mais maintenant si tous les fumeurs ils prenaient de la cocaïne au lieu de la cigarette, ça serait quand même pire. Après ça, t'en sais rien. On peut quand même le savoir. Mais... Ah ouais, mais proportionnellement, il y a nettement moins de morts avec la cocaïne qu'avec le tabac. Ça ne veut pas dire que c'est mieux de fumer ou de sniffer de la coke. Mais en tout cas, une chose qu'on voit, c'est que la coke tue moins que le tabac. Vas-y. Mais le tabac, c'est aussi parce que c'est sur longue durée. Parce que quelqu'un qui fume une fois, il ne va pas mourir. C'est parce que la personne a décidé de continuer, ou on est dépendant, mais c'est sur des années. Et la cocaïne, quelqu'un qui prend la cocaïne, il peut mourir de la première fois s'il ne se fait pas. Ça, à quelle rapidité chacun meurt, t'en sais rien parce qu'on est tous différents. Donc ça veut dire que personne n'est égal face au produit. Il y a des personnes qui commencent à fumer très 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 jeunes, qui à cause de ça deviennent très vite de très grands fumeurs et qui pourtant arrivent jusqu'à un certain âge. Puis vous avez d'autres personnes qui commencent à fumer tardivement, qui sont de tout petits fumeurs, mais qui très rapidement déclarent une maladie et on meurt. On pourrait se dire que c'est pas juste, c'est pas une question de justice, c'est qu'on n'est pas tous égaux face au produit. Le même produit va avoir des effets très différents sur des personnes différentes. Non seulement ça, le même produit peut avoir des effets très différents sur la même personne, mais à des moments différents. Ça dépend d'un tas de choses. Donc de dire plus fort, plus dangereux, moins dangereux, ça veut strictement rien dire, parce que c'est différent d'une personne à l'autre. Vas-y. Mais ça se passe de toute façon pas en 2 jours. En tout cas, il n'y a jamais eu de cas encore. Bah, qu'est-ce qu'on sait? Bon, ça se saurait. Ah oui, mais ça se saurait. Bah, toi, tu fais des affirmations, mais dans le fond, où est-ce que tu prends les informations pour affirmer des trucs comme ça? Il n'y a jamais eu de cas. Mais oui, il y en a Jamais, je sais pas, mais en tout cas, c'est important d'apprendre à relativiser les choses et pas faire des affirmations péremptoires avec des choses que tu imagines que tu peux faire. Avant de faire des affirmations, il faut vérifier. Il ne faut pas confondre le savoir et la croyance. C'est deux choses très, très différentes. Il y a des choses que tu peux penser et croire, mais pour en faire une affirmation, il faut aller vérifier, chercher l'information partout. Or, une chose qu'on sait, c'est que justement, on ne peut pas comparer les différents produits, simplement parce qu'ils ne sont pas comparables. Là, je vous donnais l'exemple du tabac, on peut prendre l'exemple de l'alcool aussi, qui est un très bon exemple. Vous avez des personnes qui vont boire une toute petite goutte d'alcool, puis qui vous donneront l'impression d'être complètement saoul. Puis vous en avez d'autres qui peuvent boire toute la bouteille
et vous avez l'impression qu'ils sont tout à fait clairs et nets. Mais ce qu'il ne faut pas confondre, c'est l'effet visible et l'effet ressenti avec l'effet réel. L'effet visible, c'est ce que vous allez voir si moi je bois. L'effet ressenti, c'est ce que moi je ressens si j'ai bu. Et l'effet réel, c'est quoi? C'est ce que ça fait. C'est le taux d'alcoolémie. Or, la personne qui boit une toute petite quantité et qui donne l'impression d'être complètement bourrée, si on mesure son taux d'alcoolémie, il est très bas. Tandis que la personne qui a bu toute la bouteille, même si elle vous donne l'impression d'être tout à fait nette, on lui mesure son taux d'alcoolémie, il est très élevé. Donc ça veut dire que par exemple au volant, les deux sont dangereux. Celle qui est bourrée avec la toute petite quantité parce qu'elle ne supporte pas l'alcool, et il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas l'alcool, chez lesquels ça fait un effet très fort, très rapidement. Et puis encore plus dangereux, c'est celui qui ne donne pas l'impression d'avoir bu, parce qu'il pense qu'il est clair et net, mais comme son taux d'alcoolémie est très élevé, sa capacité de percevoir le temps et la distance s'est complètement modifiée. Donc quand il est au volant, apprécier la distance du camion qui arrive en face, il a de la peine. Et apprécier le temps que ça va lui prendre pour dépasser la voiture qui est devant, il a aussi de la peine. Donc on ne peut pas comparer. Vas-y. En fait, c'est pour revenir un petit peu à faire attention, surtout si vous savez que les premières cigarettes c'est 4e ou 5e, voilà, prévention, vous venez en 7e, 8e, 9e et pas avant. Ben ça dépend des écoles. Ici c'est comme ça, dans d'autres écoles c'est différent. Dans d'autres écoles on va à partir de la 5e. Donc la question de savoir est-ce que vous êtes concerné, ben oui vous êtes concerné. Parce qu'à votre âge, je pense qu'il y en a une bonne partie d'entre vous, sinon pas tout le monde, qui connaissent déjà des personnes qui consomment des drogues. Puis pour celles ou ceux qui connaissent encore personne, ben malheureusement ça ne va pas tarder. Peut-être que vous en connaissez déjà, puis vous n'en ont pas parlé. Mais en tout cas, le jour où c'est un de vos bons copains ou une de vos bonnes copines qui vient vers vous, puis qui vous dit, bah voilà, moi, j'ai essayé, ça me plaît, vous faites quoi? Vas-y, tu fais quoi? Bah, je prends pas. Non, il ne sait pas qu'il te propose d'en prendre, il te dit qu'il en prend. C'est un peu bon copain, il vient vers toi, puis il dit, bah voilà, moi, Ils sont jumeaux. Ouais, vas-y. Bah, je me dis que c'est dangereux. Ouais. Parce que tu penses qu'il ne le sait pas? Non, je pense qu'il le sait. Ah ouais. Et donc, lui dire que c'est dangereux. Vas-y, ton idée. Je demande si on veut sucrer son chaud. S'il me dit qu'on est d'accord pour pouvoir en prendre, bah, je respecte pas. Je vais dire que non. Ouais. Vas-y. Ouais. C'est une bonne copine qui vient vers toi et qui te dit, bah voilà, week-end passé, j'ai essayé, je trouve ça bien. Tu fais quoi? Tu lui dis quoi? Je sais pas. Ah, bah c'est intéressant. Vas-y. Je lui conseille d'arrêter. Ouais. Mais en lui disant quoi? Donc, ça vient bien. Mais... Si je veux vraiment la vie, Ouais. À toi. ben, je sais pas. Je sais pas ce que je vais dire. Je vais pas passer sans choix. Vas-y. Ben, je vais l'enlever et puis je vais faire pour qu'elle arrête. Ouais. Mais tu fais quoi pour qu'elle arrête? Ben, je sais pas, je sais pas trop comment je me prends. Ah ouais. Parce qu'une personne qui vous donne cette information, vous voyez, un des tout premiers effets de la drogue, en dehors d'être pété bien entendu, mais un des tout premiers effets de la drogue, c'est que les gens deviennent, disons pas des menteurs, mais des aménageurs de la vérité. Parce qu'il y a ceux à qui on peut dire qu'on en prend, mais il y a ceux à qui on ne peut pas le dire. Par exemple, les parents, ils sont dans quelle catégorie? On ne peut pas le dire. Ouais. Les profs. Ah bah oui, vous allez, l'élève qui consomme, il ne va pas arriver le matin à l'école, le lundi matin,
en disant à son prof, bah, écoutez madame, c'était super, le week-end passé j'ai fumé plein de pétards, c'était génial. Si le week-end prochain vous ne savez pas quoi faire, venez avec, on en fumera ensemble. Ouais. Même parmi les copains, il y a ceux à qui on peut dire et il y a ceux à qui on ne peut pas dire. Donc, un copain qui vous donne l'information, je le prends. Première chose, il fait confiance. Tu veux répondre à la question? Pourquoi il vous le dit? Moi, je juste. Alors, un instant. Ouais. La confiance, oui. Autre. Il dit parce qu'il croit qu'il peut nous prendre avec. Non. Peut-être qu'il a envie de vous inciter, peut-être, pourquoi pas. Toi, tu dis non. À part la confiance et l'incitation, tu ne vois pas. Peut-être qu'il aimerait qu'on l'aide à continuer. Eh oui, peut-être bien. Mais s'il vous fait confiance, avant de vous donner l'information, il va vous demander autre chose. C'est quoi? Ouais, vas-y. Sinon, on consomme. Ah, pas nécessairement. Oui, le secret. Il va vous dire, j'ai quelque chose à te dire, mais avant, il faut que tu me promettes un truc, c'est que tu vas garder le secret. Toi, tu le gardes, le secret? S'il te le demande comme ça. Ouais, vas-y, explique. Enfin, je veux pas le mimer sur les toits, mais je vais dire aux personnes qui pourraient l'aider à arrêter ça. Ouais, à qui, par exemple? Bah oui, ça. Des fois, voilà, quoi, des gens qui... Ah ouais? Mais tu fais comment pour trouver mes coordonnées? Ouais. Toi, tu fais quoi? Tu gardes le secret? Bah ouais, Pourquoi? parce que c'est un ami. Ah ouais, intéressant. Puis toi? Moi je verrai Mais tu verras quoi? si je garde le secret ou pas. Ouais, mais qu'est-ce qui te fait déterminer que tu le gardes ou tu le gardes pas? Je sais pas, ça faudra voir sur le moment, ça dépend de la drogue et puis s'il en prend beaucoup. Pourquoi C'est ça dangereux dépend pour de lui. la drogue? Si c'est pas vraiment dangereux, à ce moment-là, je vais pas le dire, mais si c'est vraiment quelque chose de dangereux, je vais essayer d'alerter les gens pour pouvoir l'aider. Ça dépend s'il compte pour moi aussi. Toi, tu fais comment pour estimer si ton copain est en danger ou pas? Ça dépend justement de Il la fume drogue. des pétards, il est en danger? Un petit peu. Ouais, tu voulais dire. Pardon, redis pas. Ça dépend de la gravité des choses. Oui, mais toi, tu fais comment pour estimer la gravité? Et puis combien de temps il en prend, puis à quelle quantité? Ah ouais. Ben, vous voyez, il y a quelques années de ça, un soir, il y a le président des juniors d'un club de foot qui me téléphone à la maison. Et puis, il me dit, il faut que vous veniez tout de suite voir nos juniors. Puis ensuite, il me raconte que quelques jours auparavant, dans une des rues du village, ils ont trouvé un des juniors du club, raide mort dans la rue. Le type s'était fait une injection d'héroïne, mais il s'était overdosé. Et il est tombé raide mort. Le problème, c'est que ce garçon, il a fait tous ses juniors dans le club. Il a commencé à l'école de foot. Là, il était en junior A. Il a passé 15 ans dans le club de foot. Personne n'a rien remarqué. Pourtant, s'il s'est fait une surdose d'héroïne, ça veut dire que ça faisait déjà un moment qu'il consommait des drogues. Mais personne n'a rien remarqué. Aucun de ses entraîneurs était au courant. C'est pas seulement qu'il a fait tout le foot dans le village, il a fait toute son école. Mais personne n'avait rien remarqué. Aucun de ses profs, personne. Même ses parents ne savaient pas. Personne n'était au courant. Sauf tous ses copains de l'équipe. Et justement, le président m'a appelé le soir à la maison, parce que l'après-midi, ils étaient à l'enterrement. Puis quand ils étaient tous autour du trou, puis qu'ils ont vu le cercueil au fond, avec leurs copains dedans, tout d'un coup, ils se sont sentis mal. Et ils se sont dit, bah mince. Parce que peut-être que si on en avait parlé, il ne serait pas là, notre copain. Ben, c'est pas sûr que ça aurait changé quelque chose. Parce que justement, quelqu'un qui consomme de la drogue prend le risque de mourir à chaque consommation. Mais eux, ils restaient là avec leur sentiment de culpabilité. Hein. Puis le sentiment de culpabilité, c'est lourd à porter. Puis ça peut durer des semaines, des mois, des années ou toute la vie. Donc ça, c'est une chose que vous devez savoir. En cas de nécessité immédiate,
qu'est-ce que vous faites, à qui vous vous adressez? Parce qu'il y a la personne directement concernée, elle avec ses sentiments, ses émotions et les risques qu'elle prend, et puis il y a vous, avec vos sentiments et vos émotions. Puis si vous avez une personne que vous appréciez ou à laquelle vous tenez, qui se retrouve dans une situation difficile, et puis tout d'un coup il se passe quelque chose, ou quelque chose de très grave, ben après vous devez vivre avec la culpabilité. Et c'est pas facile. Vas-y. Mais si on a fait ce qu'on pouvait, puis ça nous est quand même arrivé. Ah ben, si vous l'avez fait, votre sentiment il est différent après. Si vous avez fait ce qu'il fallait faire, si vous avez dit ce qui vous semblait être à dire. On doit quand même se sentir coupable. Non, après c'est autre chose, c'est de la Parce tristesse. que moi j'ai un ami qui est mort parce qu'il avait fumé avant, puis s'était chuté par un train. Ouais. Puis tu avais causé avec lui, tu lui avais dit de pas Ouais, fumer. je l'ai mis dans le lac, Ben, là, c'est pas la même chose, la tristesse et la culpabilité. Même si on peut avoir ici quelque chose qui nous reste. Mais vous le savez très bien, il n'y a pas que la drogue qui met les gens en danger. Par exemple, quand on parle d'enfants, d'adolescents, de jeunes, il y a un tas d'autres situations. On pourrait prendre par exemple la maltraitance. Toi, tu sais ce que c'est que la maltraitance? C'est quoi? Ben, je sais pas, quand quelqu'un nous maltraite. Ouais, mais par exemple, ça veut dire quoi? Vas-y, c'est quoi le mauvais traitement? Alors, ça peut être des mauvais traitements physiques. Oui, psychologique, ça voudrait dire quoi, par exemple? On se fait insulter. On se fait constamment rabaisser, oui. La violence, elle peut être quoi d'autre? Physique, psychologique, verbale. Quatrième forme de maltraitance qu'on peut rencontrer. Non. Bah vas-y, dis-le à haute voix au lieu de le dire à voix basse à ton voisin. Non, mais c'est faux. C'est? Non, c'était pas ça que je parlais. Ah, ben, l'abus sexuel. Non, il y a les coups et il y a l'abus sexuel. Puis dans la violence physique, vous avez la violence active, mais vous avez la violence passive. La violence active, c'est la personne qui reçoit les coups. La violence passive, c'est celle qui est obligée de regarder les gens qui sont en échange. Si dans une famille, vous avez le couple de parents qui est tout le temps en train de se taper dessus, puis l'enfant ou les enfants qui sont obligés de regarder sans pouvoir intervenir pour défendre le parent victime, parce qu'ils sont enfants, plus petits, moins forts, c'est une forme de violence. La violence psychologique dont tu parlais, si les gens qui sont autour de vous, votre famille, n'arrêtent pas de vous rabaisser constamment, de vous dire à quel point vous êtes nul, bête, que vous ne serez jamais aussi bon qu'eux, et puis qui vous gratifient jamais en vous disant bah, écoute, bravo, très bien, ce que tu as fait, super, je suis content, je suis fier, merci, c'est de la violence. Ou si on s'adresse à vous que de manière grossière, ordurière, c'est de la violence. Et l'abus sexuel aussi. Par exemple, une chose que je peux vous dire, c'est qu'en Europe, dans tous les centres de traitement pour toxicomanes qu'on trouve en Europe, vous pouvez aller regarder à celui qui est juste là à côté déjà pour commencer, chez les gens qui sont en cure de désintoxication, déjà première chose, on trouve dans les centres de traitement en permanence 1/3 de femmes, 2/3 d'hommes qui se désintoxiquent. Dans le milieu de la drogue, c'est 50-50, mais en traitement, 1/3 de femmes, 2/3 d'hommes, n'importe où en Europe, c'est une proportion invariable. Ben, chez le tiers de femmes qui sont en cure de désintoxication, 80% d'entre elles ont été victimes d'abus sexuels pendant leur enfance. Et chez les 2/3 d'hommes, 60% d'entre eux ont été victimes de violences physiques pendant leur enfance. Donc c'est des chiffres qui sont impressionnants. Hein. Dans votre école, il y a des enfants qui sont maltraités. Mais toi tu penses qu'il y en a? Je sais pas.
Toi, tu dis il y en a partout. Vous m'avez dit vous êtes 19 dans la classe. Ah ben statistiquement, il y en a 4 dans la vôtre. Mais la statistique ne se fait pas sur une classe, bien entendu. Si ça se trouve, c'est 0 dans la vôtre, 8 dans celle d'à côté. Ou bien 8 ici, 0 dans la celle. La statistique se fait pas seulement pas sur une classe, elle se fait pas sur une école, elle se fait sur toute une région. Dans les pays d'Europe occidentale, c'est 20% des enfants qui sont victimes de mauvais traitements à la maison. 1 sur 5. Vas-y. Mais il y en a qui ne le disent pas, alors comment ils font quand ils font leur sondage? Ah, mais ça, c'est des manières de faire des enquêtes qui sont très précises et on arrive à le voir en reprenant tous les dossiers médicaux dans les hôpitaux, chez les médecins, les interventions de la justice pour les mineurs, de la protection de la jeunesse, de la police et tout. Et on arrive à faire des statistiques qui sont relativement précises. D'ailleurs, si vous allez à l'hôpital de l'enfance un jour, si ça vous intéresse et que vous faites un travail dans ce domaine-là, puis un peu de recherche, vous allez à l'hôpital de l'enfance pour voir un peu comment ça se passe. Moi, j'y suis allé pour mon boulot. Ils m'ont montré les photos. Ben, je peux vous dire qu'il y a des photos, je n'osais pas les regarder. Hein. Je pleurais en regardant les photos. Parce que vous en voyez des petits, mais des tout petits. Hein. Nouveau-nés. Vous voyez la marque du fer à repasser dessus. Hein. Tu dis Tu dis Non. Ouais, jette-toi pas, vas-y. Non, j'ai entendu quelque chose. Ouais. Et ça, c'est une réalité, ça, c'est ici à Lausanne. Hein. Dans des familles suisses, tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Hein. Donc, vous êtes à la salle de gym, enfin, dans le vestiaire, en train de vous changer. Vous voyez vos camarades qui ont des marques. Vous faites quoi? Tu dis? Bah, c'est pas forcément les parents. Il suffit aussi Peut-être qu'il est tombé. regarder quelqu'un. Ouais. Ouais. Mais tu fais quoi si tu vois les marques? On fait oh, t'as eu pas. Ouais, je lui demande. Je lui demande qu'est-ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'il va te répondre? Ou qu'est-ce qu'elle va te répondre? Ça dépend où elle va. Où elle va À tous les coups, elle va te répondre la même chose. Elle va me dire qu'elle est tombée. Et elle va nier. Elle va dire non, je suis tombé, je me suis cogné. Par exemple, une statistique qu'on ne fait pas en Suisse, mais elle est faite dans d'autres pays, c'est le nombre de morts liés à la violence sur les enfants. Hein. En Suisse, on ne la fait pas. Mais il y a des pays où ils la font. C'est impressionnant. Donc si vous voyez ça, vous devez savoir que faire. Peut-être que ce n'est pas de la maltraitance. Mais justement, quand on voit les photos des enfants maltraités, on voit qu'il y a des personnes maltraitantes qui sont particulièrement perverses et vicelardes. Et il y a une seule marque. Toujours la même, toujours au même endroit. Mais si vous lui faites une remarque, c'est sûr qu'il va nier. Dans un premier temps, il va dire non, je suis tombé, je me suis cogné, n'importe quoi. Mais pourquoi est-ce qu'il va nier? Pourquoi est-ce que la personne qui est victime de violence nie? Toi, tu as une idée de ça? Je sais pas, il a peut-être un peu honte. Oui, ça à tous les coups. La honte fait partie des sentiments qui vont avec la maltraitance. Parce que si c'est les parents, on les aime quand même, puis on n'a pas envie qu'il leur arrive de problème. Oui, elle a peur qu'il arrive quelque chose à ses parents, ça c'est sûr. Il a peur que ça se répercute de nouveau sur lui après. Elle a peur que la violence augmente. Effectivement, c'est une peur infondée. Elle est compréhensible, mais elle est infondée, parce que l'expérience nous montre que dès qu'une situation de maltraitance est connue, la violence diminue tout de suite, parce que la personne violente se sent observée. Mais pour toutes ces raisons, elle va nier. Mais vous êtes là, vous voyez, vous devez savoir quoi faire, à qui vous adresser, et à qui vous adresser tout de suite. Parce que quand vous vous adressez à un adulte, ce que vous lui demandez, ce n'est pas nécessairement une solution toute faite. D'ailleurs, il n'existe aucune solution universelle qui s'appliquerait dans toutes les situations et pour toutes les personnes. Ça n'existe pas. Mais quand vous vous adressez à un adulte, ce que vous pouvez lui demander, c'est un renseignement, un conseil. J'ai un copain, une copine qui, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire?
Parce que tu disais tout à l'heure pour la drogue, tu me téléphones, ben oui, c'est une très bonne idée. Sauf que, en général, vous n'avez pas mes coordonnées. Donc il faut que tu trouves quelqu'un qui va pouvoir te dire, ah ben pour tel problème, il y a tel service qui existe. Et dans votre école, il y a des gens qui sont là pour y répondre. Vas-y, dis-nous qui c'est. Monsieur Pilar, le médiateur. Bah ouais. Toi, tu t'adresserais à lui. Ouais. Bonjour. Ouais. Très bien. Il y a qui d'autre, à part Monsieur Pilar? Il y a les profs. Dans l'ensemble du collège, il y a Ouais. le médiateur, je sais plus son nom, et puis il y a le psychologue. Le psychologue. Toi, tu irais chez le psychologue. J'ai aucune idée. Les profs. Les profs. Toi, tu t'adresserais à une ou un de tes profs. Non, mais c'est un exemple. Ah bah oui, mais c'est pas... c'est des exemples. Pourquoi pas? Réalistes. Ouais, toi, tu irais voir un de tes profs, puis tu lui dirais, j'ai un copain qui... Ouais, Et ça, vous devez savoir. Hein. Parce que le fait de s'adresser à un adulte, c'est pas que l'adulte sait tout mieux, se trompe jamais ou n'a peur de rien. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais il a un avantage sur vous, c'est qu'il a plus facilement accès à plus d'informations. Si vous demandez à la médiatrice ou au médiateur, puis que vous allez voir en disant, ben voilà, j'ai un copain qui je ne sais pas quoi faire, dans leur formation à la médiation, ils ont appris à rencontrer tous les services. Pas seulement ils ont rencontré les services, mais ils connaissent aussi des personnes qui travaillent dans ces services. Donc ils peuvent vous dire, ben voilà, tel service, telle personne, bonne fin de journée, au revoir. Voilà l'adresse, voilà le numéro de téléphone, est-ce que tu peux le faire seul? Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Puis par exemple, si c'est un problème de drogue, et puis que l'élève qui demande, on lui donne mon numéro, les gens qui me téléphonent, s'ils me disent je veux rester anonyme, ben ils restent anonymes. Même si je leur donne un rendez-vous. Si on se voit et qu'ils me disent je veux pas te dire mon nom, ben ils me disent pas. Puis s'ils sont mineurs et ils me disent je veux pas que tu en parles à mes parents, ben on n'en parle pas. Mais bien sûr que s'ils me disent je veux pas qu'on en parle à mes parents, les premières rencontres, la discussion, elle va être centrée sur qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas en parler à tes parents. Parce que probablement, il vaudrait mieux qu'ils l'apprennent directement par toi, plutôt que par quelqu'un d'autre. Parce que si tout d'un coup, tu te fais arrêter, tu passes la nuit au poste, puis le lendemain matin à 7h, c'est la gendarmerie qui sonne chez les parents, puis ils sont là avec les chiens pour dire on vient pour perquisitionner votre logement, les parents, ça jette un froid. Hein. Donc peut-être que tu as intérêt à les informer avant qu'il se passe quelque chose. Puis peut-être même que ça serait plus simple pour toi si j'étais là quand tu en parles avec tes parents. D'ailleurs, ça serait probablement plus simple pour toi si tes parents venaient et qu'on en parlait tous ensemble ici. Parce que vous savez comment c'est quand vous discutez avec les parents que vous n'êtes pas d'accord. Vous arrivez avec un argument, eux ils en ont un autre qui est meilleur. Donc vous leur en balancez un meilleur et eux aussi, etc., etc. Il n'y a pas de fin à ça. Puis à un moment, comme le ton monte, vous êtes en train de dire quelque chose, et puis le parent avec lequel vous discutez vous coupe la parole, puis vous lui dites, ouais, avec toi, c'est toujours la même chose, on ne peut jamais dire ce qu'on pense, puis lui il va dire, ouais, tu ne me parles pas comme ça, je suis ton parent quand même, etc. Puis on est parti d'ici, on voulait aller là, mais en fait on se retrouve là-bas. Moi, quand je vois les familles, même si c'est difficile, l'enfant est en train de dire quelque chose, le parent lui coupe la parole. Moi, je peux lui dire, écoutez, monsieur ou madame, il a commencé, vous le laissez finir. Et quand il aura fini, ça sera votre tour. Et comme ça se passe dans mon bureau, les parents n'osent pas m'engueuler. Mais vous devez avoir dans votre tête une liste de personnes ressources immédiatement disponibles en cas de besoin. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Ça, vous devez le savoir. Puis tout à l'heure, quand je vous ai demandé qu'est-ce que vous diriez à un camarade, une camarade, si tout d'un coup il vous disait qu'il s'était mis à consommer des drogues, quelqu'un ou plusieurs parmi vous vous lui diriez c'est dangereux, ça il le sait, tout le monde le sait. Là, tu sais que les drogues sont dangereuses. C'est que tu t'as dit ça.
Ouais. Ben, il y a quoi comme danger alors? Ouais, bah vas-y. Il y a quoi comme danger pour la santé? Les maladies. Par exemple, quelle maladie? Quelle maladie? Le cancer, oui, par rapport à quelle drogue? Excuse-moi. Le tabac, pas seulement le tabac. Tout ce qui se fume. Parce que dans le fait de fumer, le plus dangereux, vous savez ce que c'est? Le goudron. Ah oui, c'est la fumée elle-même. Toi, tu as déjà vu l'intérieur d'un tuyau de cheminée? C'est comment? C'est noir. Ah, c'est pas seulement noir, c'est noir, collant et deg. Mais ça, c'est l'effet de la fumée sur un tuyau. Hein. Il se trouve juste que nous, on a un tas de tuyaux à l'intérieur de nous. Depuis le fond de notre bouche jusque tout au fond, on a des tuyaux. Depuis derrière la narine jusque dans les poumons, on a des tuyaux. Mais la fumée sur nos tuyaux à nous, ça fait exactement le même effet que la fumée du feu de bois sur le tuyau de cheminée. Alors ça voudrait dire que si par exemple on est dans un bar ou un endroit où il y a plein de fumeurs, ben, on est à peu près exposé au même danger que quelqu'un. Tout à fait. C'est exactement ce que ça veut dire. D'ailleurs, quand on fait des mesures de taux de pollution dans le logement des fumeurs, on se rend compte que le taux de pollution dans le logement d'un fumeur est beaucoup plus élevé que celui qu'on peut mesurer sur une route à grand trafic aux heures de pointe. Donc ça veut dire que si vous vivez avec des fumeurs, qu'est-ce que tu dois faire? On va le faire fumer là. Ça, il y a des gens qui le font spontanément, mais tu ne peux pas exiger de tous les fumeurs qu'ils aient fumé dehors. Non, vous faites quoi si vous partagez le logement avec des fumeurs? Mais tu mets une ration spéciale pour fumer. Un masque à gaz. On fait dans l'autre chambre. Tu dis? Va. Ah ouais, mais ben, tu peux mettre les capteurs même dans ta chambre, tu verras que ça passe. Non, si vous vivez avec des fumeurs, il faut aérer, mais pas seulement aérer, il faut provoquer des courants d'air pour qu'il y ait des changements d'air, justement. Et ben, c'est embêtant en hiver, mais ma foi, dès que quelqu'un allume une cigarette, hop, on ouvre la fenêtre et on provoque des courants d'air. Alors le cancer, oui, mais le cancer, partout où passe la fumée, ça veut dire depuis l'entrée de la bouche jusqu'au fond de l'estomac, depuis le nez jusqu'au poumon. Partout où passe la fumée, elle peut provoquer des cancers. Et pas seulement celle du tabac. Que la personne fume des clopes, qu'elle fume des pétards, qu'elle fume de l'héros, de la coke, parce qu'il y a beaucoup de toxicos qui la fument, c'est la fumée qui provoque le cancer, c'est pas le tabac. Et puis, il y a quelle autre drogue? Ouais, vas-y. Alors donc, si quelqu'un, par exemple, le cannabis, il le mangerait, Il le mange. mangerait, Non, il le mangeait. Ouais, ouais. Bah, ouais, mais enfin, S'il le mangeait, ouais. bah, ça lui ferait quoi? Ça lui ferait, il aurait moins de chance. Ou s'il mangeait les cigarettes. Bah, écoute, je vais pas répondre à ta question. Je te laisse faire l'expérience et on en reparle. Bah voilà, donc tu as répondu à ta question. Ouais. On la manger. Ouais. Ah oui, ben s'il mangeait le tabac d'une cigarette, probablement, non seulement il serait très malade, mais probablement que... Alors, si tout fonctionne, il vomit parce que le corps se défend. Mais si ça fonctionne moins bien, c'est tellement toxique que manger la quantité de tabac pour faire une cigarette, ça pourrait être mortel. Ça dépend de la personne, ça dépend de sa résistance, ça dépend de son poids, de sa taille, ça dépend de plusieurs choses. Mais manger une cigarette, ça pourrait être mortel. Par exemple, on voit que si on fait une décoction, on laisse tremper une cigarette dans l'eau pendant un moment, puis qu'après on boit une, ça c'est tellement toxique que ça serait mortel. Vas-y. Parce qu'à l'époque, les gens mâchaient le tabac souvent. Ah oui, mais le tabac à chiquer, d'abord, ça c'est pas tout à fait le même tabac que celui que tu trouves dans les cigarettes aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que le traitement chimique qu'on lui donne est différent. Or, lui, il parle de la cigarette. Ah ouais. Je savais pas qu'il y avait une différence.
Ah oui, il y a une différence, ouais. Très importante d'ailleurs. Donc le cancer, oui, mais le cancer, c'est pas que pour les drogues qui se fument. Il y a quelle autre drogue qui va provoquer le cancer? Oui. Oui, quel cancer? Le foie, mais bien d'autres aussi. Le pancréas, bien entendu, c'est possible. Mais c'est possible aussi l'estomac, c'est possible les intestins. Ouais. Autre maladie, puisque tu parlais des maladies. On a cité le cancer, d'accord. Autre risque lié à la drogue, vas-y. Bon, ça on vient de le dire pour l'alcool avec le foie, ouais. Hépatite ou sida avec les seringues. Alors le sida, vas-y, explique-nous. Si c'est par exemple ceux qui prennent des drogues par injection, si la seringue n'était pas propre, il y a des risques s'ils soient contaminés. Alors c'est presque ça, il faut juste que tu précises une chose. Parce que le virus apparaît pas par génération spontanée. La première personne qui s'est servie de la seringue avec le sida. Ah ouais. Il faut que la première personne qui utilise la seringue, ou disons que l'utilisateur précédent soit lui-même infecté. Ah, c'est ça que je voulais dire. Ah bah oui, mais il faut le préciser. Mais voyez une chose, en Suisse, depuis 10 ans, les gens qui s'infectent en utilisant du matériel d'injection non stérile, on en rencontre pratiquement plus. Parce qu'en Suisse, ça fait 10 ans maintenant que les toxicomanes qui injectent peuvent se rendre dans pratiquement n'importe quelle pharmacie. Pour 2 balles, on leur remet ce qu'on appelle un flashbox. Le flashbox, c'est une petite boîte qui contient tout le matériel nécessaire. Il y a une seringue stérile, une aiguille stérile, de quoi faire un garrot, un tampon doigt imbibé d'alcool pour désinfecter avant-après. Aujourd'hui, en Suisse, c'est extrêmement rare de rencontrer quelqu'un qui s'est infecté en utilisant une seringue souillée. Ceux qui n'ont pas les 2 balles, ils vont à la pharmacie, ils ramènent une seringue usagée. Contre l'usager, on leur en donne une neuve. Puis s'ils ont vraiment ni les 2 balles, ni la seringue usagée, le pharmacien leur en donnera une neuve. Ce qui présente l'avantage, bien entendu, de retirer les seringues usagées du circuit pour plus que les gens se les passent. Ce qui présente aussi l'avantage d'éviter comme ça de retrouver le matin des seringues dans la rue, sur les trottoirs. Puis en même temps, c'est quelque chose de tout à fait paradoxal, parce que c'est tout à fait bizarre de dire aux gens, vous n'avez pas le droit de vous défoncer. Si vous le faites et qu'on vous chope, on vous met en prison. Mais si vous le faites quand même, tenez, on vous donne une seringue neuve. C'est bizarre. Mais en même temps, ça vous montre une chose, c'est que quand il y a un avantage, il y a automatiquement un inconvénient qui vient en même temps. Il n'y a dans la vie aucune situation qui présente que des avantages ou que des inconvénients. On a toujours les deux. Au tout début de la prévention du sida, la première fois qu'on a fait de la prévention à grande échelle dans un lieu un peu chaud, c'était au Paléo. Et la première année, on m'avait demandé de venir faire un stand d'information dans l'enceinte du festival, ce que j'avais fait. Et puis l'année suivante, on m'a dit on va déplacer le stand du festival au camping. Et là, on aimerait que tu distribues des seringues. Moi, j'ai dit non. Voilà. Mon boulot, c'est d'aider les gens à arrêter la drogue et à se désintoxiquer. Mon boulot, c'est pas de leur filer des seringues. Mais en même temps, je sais qu'il y a des gens qui injectent. Donc, il vaut mieux qu'ils puissent s'en procurer des stériles, puisque de toute façon, ils injectent. Il y a des personnes qui s'occupent de la distribution, c'est leur boulot. Moi, j'estime que c'est pas le mien et je ne m'occupe pas de distribution de seringues. Ceci dit, même si les gens ne s'infectent plus en injectant, il y a un rapport direct entre drogue et sida. C'est lequel? Ça, vous devriez le savoir. Parce que le mode de propagation le plus courant du virus, c'est quoi? On ne dit pas comme ça. Vas-y. Ouais, vas-y. Non, mais ça, oui. Vas-y.
Exactement. C'est le rapport sexuel non protégé. Parce que le rapport sexuel en soi n'est pas quelque chose de dangereux. Ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est quand il n'est pas protégé dans le cadre d'une relation qui n'est pas stable. Et là, il peut être très dangereux. Parce que le sida, aujourd'hui, il n'y a aucun moyen existant pour guérir une personne qui vit avec le sida. Aucun. Et il n'y en aura pas pendant encore des années et des années. Ni traitement, ni vaccin. Les gens qui font de la recherche sur le traitement, les plus optimistes pensent qu'on aura des traitements curatifs vers l'an 2030. Pas avant. Et en ce qui concerne le vaccin, malgré tous les essais qui sont en cours dans différentes régions du monde en ce moment, et il y a des essais qui sont en cours au CHUV, les chercheurs les plus optimistes pensent qu'il y aura un vaccin commercialisable vers l'an 2050. Donc ça veut dire que ça ne concerne même pas vos petits-enfants. Et les moins optimistes pensent qu'il n'y aura jamais de vaccin. C'est trop compliqué. Parce que plus la recherche avance, plus ils trouvent des souches de virus différents. Donc c'est difficile. Si on essaye de voir un peu comment ça fonctionne, parmi vous, il y en a qui ont été vaccinés contre la grippe cette année. Toi, ouais. Vous avez été vacciné, madame. Vous savez quel est le taux d'efficacité du vaccin cette année? Il est très bas. 30%. Parce que quand on fait le vaccin contre la grippe, le vaccin 2003, on a utilisé le virus 2002 puis le virus 2001, un peu de cuisine, boum, on produit des vaccins. Donc on espère que ça fonctionne. Alors le vaccin 2002, produit avec les virus 2001-2000, a très bien fonctionné. Celui de l'année précédente aussi. Manque de bol, celui de cette année, il ne fonctionne pas parce que la souche a muté. Et puis voilà. Donc probablement que l'année prochaine, ça ira mieux. Mais cette année, taux d'efficacité, 30%. Oui. C'est partout le même vaccin dans le monde entier? Chaque pays. Non, c'est globalement le même vaccin. En tout cas, pour toute l'Europe, c'est le même. Mais c'est certainement le même dans le monde entier. Peut-être qu'en Australie ou dans les pays d'Asie, ils en font un différent, mais même là, je ne suis pas sûr. Mais pour le virus du sida, très, très difficile. Ça veut dire que le seul moyen que vous avez à disposition, c'est la prévention, la protection, l'utilisation du préservatif. Il n'existe aucun autre moyen. Et le sida, on en meurt. Et moi, j'ai participé à l'ouverture de la première maison en Suisse qui a accueilli des personnes qui vivent avec le sida. Ça veut dire que des gens qui en sont morts, j'en connais tout plein. Mais il y en a même plusieurs qui sont morts alors que je les tenais dans mes bras. Et le plus jeune avait 4 ans. Lui, je l'ai vu naître, mais j'ai vu mourir sa maman. Je l'ai vu mourir lui, puis j'ai vu mourir son papa. Donc le sida n'est pas présent. Et vous devez connaître le rapport direct qu'il y a entre drogue et sida. Parce que s'il se transmet par relation sexuelle non protégée, le virus, il y a quoi comme rapport entre drogue et sida? Quand les gens sont pétés sous l'effet de produits, leur capacité de discernement, petit à petit, typique, c'est l'alcool. Typique. Mais c'est aussi valable pour l'exta ou le cannabis. Puis c'est encore plus dangereux quand les gens mélangent. Parce que par exemple, les gens qui boivent des verres et puis qui fument des pétards, l'effet à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est pas alcool plus cannabis. C'est alcool fois cannabis. Les effets, quand les gens consomment plusieurs produits en même temps, les effets ne sont pas additionnés, ils sont multipliés. Donc ça, c'est des choses que vous devez absolument savoir par rapport au sida. Parmi vous, il y en a qui ont lu la BD Joe. Ouais. Vous savez que l'histoire de Joe est vraie.
tu savais ça? Je sais pas, mais c'est vachement vrai, ça m'a semblé. Alors c'est plus que vachement vrai, mais moi j'ai connu Joe, hein. Je l'ai très bien connu. Joe est d'ailleurs la première personne qui est décédée dans la maison qu'on avait ouverte pour les personnes qui vivent avec le sida. Et son histoire est tout à fait vraie. Elle ne s'appelait pas Joe, bien entendu. Et puis dans la BD, c'est son copain qui lui dit « Ouais, on devrait aller faire le test ». Dans la vraie histoire, c'était une de ses amies. C'est une de ses amies qui est venue lui dire « J'ai pris des risques il y a quelque temps, je devrais aller faire le test, mais j'ose pas ». Puis Joe lui dit « Mais c'est rien. Tu vas à la polyclinique, boum, ils te prennent un petit échantillon de sang, tu attends quelques jours, et puis tu sais. » Puis sa copine lui dit « Ben justement, j'ose pas parce que j'ai peur de la réponse. » Puis Joe lui dit « Mais si tu veux, je viens avec toi, il n'y a pas de problème. Je t'accompagne, on le fait les deux. » Sauf que Joe avait oublié qu'elle aussi avait pris des risques. Elles vont faire le test. La copine causait pas parce qu'elle avait peur du résultat. Résultat du test négatif. Joe qui lui disait c'est rien, puis qu'elle avait oublié. Résultat de son test positif. Chez Joe, c'est allé très vite. 1 an et demi et elle en est morte. Puis si vous vous souvenez de la BD, à la fin, on voit l'image dans un cercle comme ça, où elle est étendue sur son lit en train de mourir. J'étais assis à côté de Derib quand il était en train de la dessiner. Ah bah oui, bien sûr, parce que Derib, lui, dessinait des yakaris et des petits castors. Donc quand il fallait dessiner une BD sur le sida, il a dû venir dans la maison pour voir comment c'était. D'ailleurs, tous les personnages qui sont dans la BD sont des vrais personnages qui existent, sauf qu'il ne leur a pas donné leur vrai rôle, mais il les a dessinés en les rencontrant, parce qu'il n'avait pas l'habitude de faire ce genre de dessin. Donc, c'est une réalité et on en meurt. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez absolument savoir. Et quand j'ai commencé à travailler avec des toxicomanes, on ne savait pas que le sida existait. Le sida, il y a une date importante, c'est 1984. C'est à ce moment que le virus est identifié. Jusqu'en 1984, on ne savait pas que le sida existait, même s'il y avait déjà des gens qui en mouraient. Et une des particularités de cette maladie, c'est qu'on ne dit pas avoir le sida, on dit vivre avec. Parce que ce n'est pas le sida qui tue les gens. Que fait le sida? Oui, vas-y. Je crois qu'il massacre le système immunitaire. C'est ça. Si ça, c'est un globule blanc de défense, quand vous avez un problème de santé, pour que votre corps se défende tout seul, le globule blanc se divise en deux, ce qu'on appelle la division cellulaire, et il augmente vos capacités de défense. Puis celui qui s'est divisé en deux se divise en deux, etc., etc. Ce qui augmente votre chaîne de défense. Le problème avec le sida, c'est que si vous avez le globule blanc, le virus du HIV entre dans le globule. Et puis au moment où il se divise, eh ben vous n'avez pas seulement 2 globules, mais vous avez aussi 2 virus. Donc ça veut dire qu'une personne, quand une personne fait le test, si le résultat est positif ou négatif, on dit de cette personne qu'elle est Séronégative. exactement séropositive ou séronégative, parce que c'est une goutte de sérum qui est mise dans l'échantillon sanguin et ça révèle ou non la présence d'anticorps. Pas de virus, mais d'anticorps. Une personne qui est séropositive, elle est malade ou pas? Oui. Non. Non, non. Elle est potentiellement contagieuse, mais on ne sait pas si elle est malade, parce que ce qu'on a révélé avec le test, c'est la présence ou non d'anticorps et pas de virus. Pour savoir si son sang contient du virus, c'est une autre analyse qu'il faut faire. On appelle ça une analyse de virémie. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher. On le fait que si l'état de santé de la personne le nécessite. Autrement, on se contente du test SIDA avec anticorps séropositifs, sans anticorps séronégatifs. Mais comme on ne sait pas,
la personne est potentiellement contagieuse. Ça veut dire qu'elle doit se protéger de la surinfection et elle doit protéger les autres de l'infection. Donc, 1984, on découvre le virus. Avant, les premiers cas de maladie sont apparus sur la côte ouest des États-Unis, à San Francisco, dans la communauté homosexuelle. Et comme le virus a détruit toutes les défenses immunitaires chez ces personnes, ça laisse le champ libre pour que certaines maladies apparaissent, qui sont des maladies qui sont spécifiques aux gens qui vivent avec le sida. On trouve une forme de cancer de la peau, on trouve une forme de pneumonie provoquée par un bacille. On est tous porteurs de ce bacille, on l'a tous dans nos poumons. Sauf que si on est en bonne santé, si on a un système immunitaire qui fonctionne, qui ne se transforme pas en pneumonie, les gens qui vivent avec le sida, oui. Il y a aussi une démence. Il y a 9 infections opportunistes, on les appelle, qui sont typiques des gens qui vivent avec le sida. Alors, quand il est apparu dans la communauté homosexuelle aux États-Unis, c'est le cancer de la peau qu'on a vu en premier, qu'on appelle le sarcome de Kaposi. Donc les gens se sont dit, voilà, cancer, homosexuel en plus, marginalisé, dommage pour eux. Puis voilà, fini, terminé. La maladie, au début, on l'a appelé le cancer des homosexuels. Comme c'est un cancer, c'est pas contagieux, donc les gens ne se sont pas trop préoccupés de ça. Puis quelques mois plus tard, on a vu la maladie apparaître à des milliers de kilomètres de là, sur la côte est des États-Unis à New York, et plus dans la communauté homosexuelle, mais chez les toxicomanes. Donc là, tout d'un coup, les gens se sont dit, ah bah mince, alors si ça passe d'une côte à l'autre des États-Unis, forcément c'est que c'est contagieux. Donc ils ont commencé à faire de la recherche de virus. 1984, en France et aux États-Unis, on identifie le virus HIV. Et puis 1985, le test SIDA apparaît sur le marché. Les premières années, par exemple, chez nous qui nous occupions de toxicomanes, au début, catastrophe. On pensait que tous les gens allaient en mourir. On s'est dit, ça y est, les toxicomanes ont tous le sida. Parce que chaque personne qui revenait du test revenait avec un résultat positif. Et les premières années du test, on voit que les nouveaux cas d'infection augmentent sans cesse. C'est terrible. Après, avec le recul et en y réfléchissant, on se rend compte que c'est normal. Parce qu'il y a un tas de gens qui sont déjà séropositifs avant cette date-là. Mais ils ne le savent pas puisqu'on ne connaît pas la maladie. Donc dès qu'on fait le test, il y a ceux qui se sentaient menacés depuis longtemps qui vont le faire. Et au début, ça augmente, jusque vers le milieu des années 90. Milieu des années 90, on voit déjà les premiers effets de la prévention. Et les premiers qui se sont conscientisés par rapport à ce problème sont les homosexuels. Et puis, les nouveaux cas d'infection ont tendance à diminuer. Même vers milieu, fin des années 90, ça se stabilise. Et puis, ça a tendance à diminuer un peu. Jusque 2001-2002, on n'a pas encore les chiffres pour 2003. 2001-2002, surtout en Suisse romande, augmentation importante. Et là où ça nous inquiète plus particulièrement, c'est que la catégorie de la population la plus concernée par cette nouvelle augmentation, c'est vous. C'est les 15-25 ans. Les gens qui entrent dans leur vie sexuelle active. 2001-2002, plus 20% de nouveaux séropositifs chaque année dans votre tranche d'âge. En 5 ans, Tu dis? c'est-à-dire qu'en 5 ans, on est 100%. Non. Ah, chaque fois. Ah oui, D'accord. Donc ça, c'est inquiétant. Hein? Ça veut dire qu'en Suisse romande, les jeunes romands font plus assez attention. Et de savoir si une personne est séropositive ou non,
c'est pas quelque chose qui se juge à la bonne mine. Je connais des personnes qui sont séropositives depuis plus de 25 ans maintenant, en pleine santé. Il n'y a rien qui permette de dire qu'un jour ces gens tomberont malades. Mais il n'y a rien qui permette de dire qu'ils ne le tomberont pas non plus. Donc ça, c'est des choses que vous devez savoir. Puis en plus du sida, toi tu as parlé de quelle autre maladie? L'hépatite. Les hépatites, pas l'hépatite, les. Parce que vous, on vous a proposé le vaccin contre la B, mais par exemple, il y a la C aussi. Et la C, contre la C, il n'y a aucun vaccin. Vite vu, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de traitement non plus. Les gens qui déclarent l'hépatite C, qui sont porteurs du virus et qui déclarent la maladie, dans le meilleur des cas, après quelques temps, on peut leur changer le foie, leur faire une greffe du foie. Ça leur donnera 2-3 ans de répit, mais au bout du compte, ils en mourront. Puis la différence entre le virus du sida et les virus de l'hépatite, c'est que le sida, vous voulez stériliser 56 degrés 12 minutes, c'est stérile. L'hépatite, c'est pas 56 degrés 12 minutes, c'est 250 degrés 45 minutes. Ça veut dire que par exemple, les gens qui font du tatouage, du piercing, aujourd'hui en Suisse, on les oblige à avoir des stérilisateurs professionnels pour qu'ils puissent stériliser leurs aiguilles par rapport à ce qui est requis pour le virus de l'hépatite. C'est un des plus résistants. Et si on regarde comment ça se passe, on estime que une personne a dans sa vie 4 partenaires sexuels différents. Ces 4 en ont aussi chacun 4, qui en ont eux-mêmes chacun 4, qui en ont eux-mêmes chacun 4, etc., etc. Ça veut dire que si vous avez là au milieu une personne qui est HIV ou VIH positif, vous voyez à quelle rapidité ça peut affecter tout le monde. Aujourd'hui, dans le monde, il y a tous les jours 14 000 nouveaux séropositifs. Faites le calcul, fois 365. Mais ça, c'est des gens, si la maladie se déclare, ils en mourront. Il n'y a aucun traitement. Vas-y, dis-nous le chiffre. 1 110 000. C'est juste 5 millions 110 000. 5 millions sur 10 000. Et ben voilà. Nouveaux séropositifs chaque année dans le monde. Pratiquement la population de la Suisse. Alors, au bout d'un moment, ça va être saturé. Ah bah oui, c'est un risque. C'est pour ça qu'on vous dit de vous protéger. Parce que c'est vite fait. Pour pas qu'on arrive à saturation. En 10 ans, ça fait pratiquement 1 milliard. Eh ouais. Dans 15 ans. Ouais. Bah oui. Ben, c'est ça, on estime que d'ici 2020, le sida aura fait 10 millions de morts dans le monde. Ouais. À cette allure, ça serait dans 1174 ans que tout le monde serait saturé. On a de la marge. Je veux dire, ils auront... Donc ça veut dire que non, toi, non, mais ils auront trop de temps de trouver un vaccin. Ben, ça, c'est pas du tout sûr. Puis le vaccin, il sert à prévenir la maladie, il ne sert pas à traiter ceux qui l'ont. Ah ouais. Aujourd'hui, vous savez que font les traitements qui sont proposés. Vous savez ça, toi tu sais. Ils ralentissent la maladie. Ils ralentissent l'évolution de la maladie. Tu sais comment on appelle ces traitements? Peut-être vous en avez entendu parler, on appelle ça des trithérapies. La trithérapie, par rapport à tous les gens qui devraient prendre la trithérapie, moi j'en connais beaucoup plus qui ne la supportent pas à cause des effets secondaires que de personnes qui la supportent. C'est pas un boostage de plein de médicaments. La trithérapie, c'est 3 médicaments au départ, mais qui ont des effets secondaires tellement terribles que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui doivent renoncer à prendre la trithérapie. Les effets secondaires, ça va de l'évanouissement à l'hémorragie, en passant par toutes sortes de désagréments. Et c'est terrible.
Moi, j'avais un pupille, donc ça veut dire que j'étais le tuteur de cette personne. Lui, un gars que j'ai connu très longtemps, hein, toxicomane. Et puis le jour où la maladie s'est déclarée chez lui, il était séropositif depuis bien des années. Alors que c'est un type tout à fait doux, discret, gentil, qui n'a jamais fait de mal à personne. Lui, ça s'est déclaré, il a eu une infection neurologique, donc une démence liée au sida. Il a complètement perdu la boule. Du jour au lendemain, alors que c'est un type tout à fait discret, il est devenu totalement exubérant. Mais surtout, alors que c'est un type tout gentil, tout doux, il a commencé à faire des braquages. Mais des braquages de quelqu'un de démon. Donc ça veut dire que, par exemple, il a attaqué à main armée le bistrot qui était au rez-de-chaussée de l'immeuble où il habitait. Donc des braquages, il n'en a pas eu le temps d'en faire beaucoup avant de se retrouver en tôle. Mais après, il a fallu organiser sa défense. Et comme moi j'étais son tuteur, je l'ai obligé à entrer dans une maison spéciale où on pouvait lui prescrire la trithérapie. Et puis il est redevenu normal. La trithérapie, pour les gens qui la supportent, donne une qualité de vie qui est tout à fait acceptable. Lui, en quelques semaines, il est redevenu normal. Mais il fallait aller au tribunal. Parce que comme il avait commis des délits, d'une certaine manière, il fallait qu'il paye la facture. Alors, je lui ai trouvé son avocat, etc. Et puis à la séance du tribunal, comme j'étais tuteur, je devais être assis à côté de lui parce qu'une personne qui est sous tutelle, c'est comme si elle redevient mineure, elle perd tous ses droits. Et pour organiser sa défense, j'avais demandé à sa maman de venir témoigner en lui disant, vous amenez au président du tribunal les médicaments qu'il prend quotidiennement. Parce que condamné, il devait l'être, mais il fallait qu'il ait une peine compatible avec son état de santé. Alors la maman a amené les médicaments, c'était pas dans un bol, c'était dans un saladier. Parce que lui, il devait prendre 85 cachets par jour. Certains tous les 4 heures. D'ailleurs, aux chuves, il leur donne une montre, 3 sonneries justement pour la trithérapie. Et quand on dit 4 heures, c'est pas 3h59, 4h01. C'est 4 heures. En tout cas, les 2-3 premiers mois. Parce que si la personne ne respecte pas le protocole de prise des médicaments, au lieu que la trithérapie ait un effet sur le virus pour le ralentir, le corps s'immunise contre le médicament. Donc c'est très 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 lourd. C'est pour ça qu'on vous en parle. Parce que ça, c'est des choses que vous devez savoir. À votre âge, vous devez savoir ce genre de choses. Il y a trop de gens qui s'infectent chez nous en Suisse et en Suisse romande en particulier. Mais ça, c'est une question de votre responsabilité. Puis j'aimerais encore dire une chose aux filles. Parce que le risque d'infection, il est 13 fois plus élevé chez une femme que chez un homme. C'est pas que l'homme risque rien. Mais ça tient à la nature de l'organe sexuel. Parce que dans le cadre d'une relation non protégée, le sperme va rester un moment à l'intérieur du corps de la femme. Ça veut dire qu'il aura une chance plus importante de trouver une voie d'accès au système sanguin. Et il faut que le virus trouve une voie d'accès au système sanguin. C'est pour ça que le risque d'infection est beaucoup plus élevé chez la femme que chez l'homme. Une autre chose dont on se rend compte aussi, c'est que bien souvent, les femmes sont beaucoup plus conscientes que les hommes par rapport aux questions de prévention. Souvent, c'est les femmes qui demandent à l'homme d'utiliser le préservatif. Parce que ça, c'est une chose que les filles doivent savoir, c'est que dans la tête des mecs, je suis désolé de le dire, parce que je suis aussi concerné, mais dans la tête des mecs, tout ce qui est domaine de la contraception, tout ça, c'est l'affaire des femmes. Donc, ils ne s'en préoccupent pas. Donc, ça veut dire c'est à vous d'exiger, de dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Peu importe le chantage affectif, tous les arguments bidons qu'un type peut vous sortir, ça n'a aucune importance. Quand on n'est pas dans une relation stable, qui dure, et stable, ça veut dire aussi qu'on connaît l'état sérologique du partenaire, tant qu'on n'est pas là-dedans, on utilise des préservatifs, on se protège. Très important.
Ça sonne à quelle heure? Ça va sonner. Ouais. Ben voilà, il y a encore un tas d'autres risques dont on aurait pu parler par rapport aux drogues. On aurait pu parler de la mort, on aurait pu parler de la dépendance, on aurait pu parler de la délinquance, on aurait pu parler des échecs dans tous les domaines, que ce soit l'échec dans la scolarité, dans la formation professionnelle, dans la vie de famille, dans la vie affective. On aurait pu parler de toute une série d'autres dangers. Je vois ce que vous faites les années prochaines, on aura d'ailleurs peut-être l'occasion de se revoir et d'en reparler. En attendant, comme ça va sonner, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Ah non. Oui, c'est mieux. Putain. J'ai faim. Là? Ouais. Au revoir. Salut. On a l'envers. Bah on est resté hier. On a le même aussi. Non, on n'est pas resté, mais on peut essayer de rester.